Merci beaucoup à l'équipe de S'éveiller, qui vient de Rennes, et de Parole de Yenne d'être ici. On a un thème donc, qui est sur la résilience, le sous-thème la résilience et les tabous. Le premier sujet est l'espoir meurt-il en dernier, et le deuxième sujet, peut-on vivre avec chagrin? Parole de Yenne sera la positive et S'éveiller sera la négative. Je vais juste faire un rapide rappel des règles. Dans ce championnat de plaidoyer, on a donc deux équipes de 3 qui vont s'affronter pour avoir les 2 points sur le maximum des duels obtenus, le point de meilleure ou de meilleure oratrice ou de meilleur orateur dans l'affrontement, et le point de meilleur orateur ou de meilleure oratrice, évidemment le point de cohérence d'équipe. Les règles qui sont éliminatoires, c'est que vous devez juste respecter le temps. Donc vous ne devez pas faire un hors-temps, c'est-à-dire en dessous de 4,30 et au-dessus de 5,30. Pour cela, je vais juste faire un truc que vous connaissez très bien, c'est qu'à 4,15, je vais faire, vous entendrez très bien aussi, c'est-à-dire qu'il vous restera 15 secondes pour être dans les temps, et à 5 minutes, je dirai « Veuillez conclure », ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes pour être dans les temps, et à 5 minutes 30, je vous dirai « Veuillez vous rasseoir ». Si vous vous rasseyez directement, tout va bien, il n'y a pas d'élimination. Par contre, si vous continuez à parler, ne serait-ce que « Merci »,« Ok », quoi que ce soit, là vous serez éliminé pour le point de meilleur orateur dans l'affrontement, de cohérence d'équipe et pour votre victoire dans le duel. Ce qui élimine beaucoup votre équipe sur la victoire de ce choc. Donc je vous conseille en demi-finale de n'absolument pas jouer l'élimination sur une faute. Voilà, merci beaucoup pour votre parcours dans tous les cas et on est très content d'être à la mairie du 16e dans une très belle salle. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je vais évidemment commencer en rappelant les règles de l'affrontement que j'ai oublié. Donc pour l'affrontement, une fois que l'orateur a fini son discours, l'orateur qui est son adversaire va se lever, poser une question qui n'est pas chronométrée, mais c'est une question. Si ça n'est pas une question, je vous dirai « Veuillez poser une question ». Ensuite, l'orateur a 30 secondes pour lui répondre, son adversaire a 30 secondes de réfutation, et enfin, il revient 30 secondes pour conclure. On tapera juste 30 secondes en tapant ici. Évidemment, si vous dépassez juste, si vous finissez votre phrase, vous ne serez pas éliminé, on n'est pas là pour couper la parole. Donc voilà. Eh bien, si tout est bon, on va commencer. Alors, sur le thème la résilience, le sous-thème résilience et tabou, le premier sujet, l'espoir meurt-il en dernier, à la positive pour Parole de Yenne, Yacine. Il existe des définitions qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire. J'ai trouvé le sens du mot résilience en lisant le diagnostic de ma mère, le sens du mot tabou, en plongeant dans le regard de ma mère, celui qui, toute sa vie, voulait me faire croire qu'elle allait bien. Puis, j'ai compris le sens du mot chagrin dans les sanglots de ma sœur, à qui j'ai même dû dire « Ne pleure pas devant ta mère, faudrait pas qu'elle culpabilise sa santé. » Garde en tête, contre la vie ou la mort, ça n'est pas à nous de décider. Donc, au lieu de te chagriner, espère, pour elle, la guérison ou le paradis. Mais ça, c'était facile à dire pour moi. Contrairement à ma sœur, moi, je n'ai jamais traversé le deuil. Je n'ai pas pleuré en voyant mes grands-parents partir, ni mes oncles. C'est la vie, j'étais trop jeune. La mort, moi, je la vis par procuration. Parce que les deuils qui me pèsent ne sont pas les miens. À tel point que je culpabilise même, en me disant que je pense plus aux morts des autres qu'aux miens, ouais, ou qu'à mes proches. À commencer par ma mère, pour qui j'en aurais des choses à espérer. Mais le problème, c'est que quand j'espère pour ma mère, là aussi je culpabilise. Parce que je me rappelle que mon père, lui, n'a pas connu la sienne, à croire que il n'y a pas d'espoir sans un prix à payer. Quelques angoisses de névrosé. Comme si l'espoir était une bête avec laquelle on pactisait par nécessité. L'espoir,
nous fait aller de l'avant. Même quand le corps n'en peut plus, même quand l'esprit n'en veut plus. On dit l'espoir fait vivre, oui, ça c'est ce que tout le monde dit. Moi, je me demande ce qui fait vivre l'espoir. L'espoir est une bête vorace qui peut prendre source dans tout, qui peut s'alimenter de tout et qui s'adapte mieux que nous. L'angoisse, la colère, la déception, un au revoir dont on ne sait jamais s'il dissimule un adieu. Tout peut être combustible dans l'espoir. L'espoir germe dans le manque. Il croît dans la haine. Il éclot même dans l'irrationnel. Il prospère là où la raison l'interdit. Il s'amuse même à l'endroit du tabou. Il y a 1000 raisons pour espérer. À tel point que parfois quand on espère, on ne sait même plus pourquoi. Est-ce qu'on espère parce qu'on a froid, parce qu'on a foi, parce qu'on n'a pas le choix? D'autant plus que parfois on a un espoir qui nous tombe dessus, sans qu'on l'ait voulu. Ouais, l'espoir n'est pas qu'une chose de soi à soi, non. L'espoir aussi s'hérite. Ouais. L'espoir des autres sur vous. L'espoir d'un parent qui projette ses rêves sur son enfant, d'un peuple qui fait vivre son combat à travers une jeune fille. C'est déjà dur d'assumer ses espoirs. Assumer ceux des autres, c'est pire. C'est pire, parce que là, il ne s'agit pas de désir de réussite, non, mais de crainte de décevoir, de trahir la confiance qui nous a été accordée, ou l'amour qui nous a été voué. Puis, il arrive un point de bascule. Un point à partir duquel l'espoir n'est plus un moyen, mais une fin en soi. Quand on réalise que son espoir ne mène peut-être nulle part, mais que c'est trop tard, parce qu'on a trop donné. Quand on refuse de lâcher prise, parce qu'abandonner reviendrait à trahir ce qu'on a traversé. Quand le combat initial n'a plus la même saveur. Quand on s'acharne par peur d'avoir travaillé pour rien. Quand on continue d'avancer simplement, car si on recule, jamais on se le pardonnera. Aussi, il ne s'agit plus de viser une destination, mais de justifier une marche. C'est peut-être ça, faire preuve de résilience. Porter un espoir lourd, qui s'alimente de tout, qui se transmet partout, et qui survivra tant qu'il existe un homme quelque part, ayant quelque chose à espérer. Donc l'espoir s'éteindra quand ce sera éteinte la toute dernière lueur de l'humanité. Quand le dernier homme permis au paradis aura le luxe d'y entrer, laissant sur le palier l'espoir qu'il cultivait pour mourir en dernier. Bravo. Merci beaucoup. Je vais demander à son adversaire de prendre le micro, se lever et poser une question. Que nous reste-t-il à faire si jamais on devient désespéré? Si vous êtes désespéré, quelqu'un espérera à votre place, pour vous ou contre vous. L'idée du sujet, c'est de dire, est-ce que l'espoir finit par être tué alors même que nous pouvons continuer à vivre? Et quand il est question de résilience, par exemple, il y a énormément de personnes qui n'ont plus d'espoir pour elles-mêmes, mais qui peuvent compter par exemple sur leurs proches pour les aider à se relever dans l'épreuve. Je pense que ce dont vous nous parlez, c'est une projection de l'espoir, mais nous avons tous un espoir qui nous est propre. L'espoir ne peut pas être commun, on ne peut pas partager son propre espoir. Et je pense que ce qui survit réellement, c'est cet instinct de survie qui est vital, et non pas cet espoir. La survie, c'est même parfois l'absence d'espoir. Vous imaginez une vie sans qu'aucun homme ne puisse espérer? Absolument aucun. Parce que dès lors qu'il y a un homme pour espérer, l'espoir existe. Comme tout concept, il existe du moment qu'il existe un porteur pour le faire vivre. Alors l'espoir mourra le jour où plus aucun homme ne donnera de sens à ce mot. Or, ce sera toujours le cas. Parce qu'on ne peut pas empêcher les hommes d'espérer. Tant qu'il y a une bonne raison d'espérer, et on en aura toujours.
Merci beaucoup. Donc pour lui répondre à la négative sur l'espoir meurt-il en dernier, pour s'éveiller, Lou. On dit souvent, et vous nous l'avez dit, même à la fin de votre discours, que l'espoir est la dernière lumière, que tant qu'il est là, l'homme peut continuer de vivre. Mais pourtant, il attache ceux qui vivent à des promesses vides. L'espoir est un luxe que le monde ne peut pas toujours s'offrir. Ce n'est pas lui, mais l'amour dans la haine, le courage dans le désespoir, la résilience dans les épreuves, qui méritent de mourir en dernier. Même si ça dérange, même si mis bout à bout ça rend l'histoire un peu moins belle, que ça lève les tabous, choisissons de rendre l'histoire un peu plus vraie. L'espoir, c'est espérer, c'est attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que l'on désire, tandis que mourir, c'est cesser d'exister, c'est perdre la vie. Mais si l'espoir meurt en dernier, c'est bien que l'on conçoit que l'espoir fait vivre, alors que non, ce n'est pas une fin en soi la perte d'espoir. Et perdre espoir, ça ne veut pas toujours dire perdre la vie. Et puis revenons sur ce mot, le dernier. Parce que oui, je ne nie pas que l'espoir existe. Pourtant, il ne meurt pas en dernier. Parce que ce qui est dérangeant ces derniers temps, c'est qu'au nom de l'espoir, érigé comme le dernier ressort, certains y laissent leur dernier souffle. Parce que vous savez qui meurt en dernier? Généralement, c'est celui qui tue tous les autres. Mais puisque dans ce monde, c'est le dernier de nos soucis, posons-nous. Puisque l'espoir meurt en dernier, choisissons qui va mourir en premier. Nous avons l'embarras du choix. Un peu plus à l'est, nous avons un peuple qui résiste à l'invasion russe. Et l'espoir n'empêche ni la violence, ni la mort. En Afghanistan, vous avez des femmes qui ont arrêté d'espérer, travailler ou vivre libre, et dont les droits sont écrasés brutalement. Et encore plus proche de chez nous, nous avons des gens qui parcourent la Méditerranée pour fuir la guerre, la pauvreté ou la violence. Dites-moi, qui doit mourir en premier? À combien d'êtres humains on fera encore croire que l'espoir a le droit de mourir en dernier et de leur ôter le semblant de vie ou de dignité qui leur reste? À combien on fera croire que c'est lui qui les fait tenir et se battre, alors que non, c'est leur courage, leur détermination et leur résilience? L'espoir ne meurt pas en dernier et il n'a pas le droit de mourir en dernier. L'espoir, il peut mourir avant beaucoup de sentiments d'ailleurs. Si vous avez sincèrement aimé, vous savez que l'espoir qu'une relation puisse fonctionner meurt souvent avant l'amour que vous éprouvez. Et malheureusement, si vous avez sincèrement souffert, là où l'amour n'existe plus, et laisse place à la violence, vous savez que l'espoir meurt souvent avant que le tabou soit levé, parce que ce qu'il reste, ce n'est pas l'espoir de réparation, mais le silence et la résignation. L'espoir, c'est une prison dorée, où chaque barreau, aussi beau soit-il, n'est qu'une attente de plus. Il enferme ceux qui s'y complaisent, et c'est bien trop souvent la consolation dangereuse de ceux qui n'arrivent pas à aimer la vie comme elle est, mais qui l'aiment comme elle devrait être. Il faut savoir espérer. Oui, il faut savoir espérer, mais lucidement, sans s'aveugler, parce que celui qui ose laisser mourir l'espoir est celui qui accepte que le monde est tel qu'il est, sans fuir, sans avoir peur. Parce que oui, le monde est violent et notre vie est absurde. Alors oui, quand on ne sait plus pourquoi on espère, comme vous nous l'avez dit, on n'est pas porté par l'espoir. C'est souvent le désespoir qui crée une rupture avec l'illusion, qui permet d'agir, parce que désespérer, ce n'est pas renoncer à agir. C'est agir sans illusion, sans rien attendre. Il faut accepter de se détacher de l'espoir pour devenir libre. Parce que refuser de le laisser mourir, c'est parfois se condamner soi-même. Alors que la vie, elle vous condamne bien assez tôt. Il y a quelques années, j'ai perdu un proche. Il avait une trentaine d'avis, la vie ne lui a laissé que quelques jours pour choisir entre continuer de vivre dans un corps inerte sans aucun espoir, ou mourir. Ce jour-là, il m'a appris que non, tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas toujours de l'espoir.
Faites le maximum de vos vies. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés. Ce ne sont pas des mots d'espoir. L'espoir, on l'attend. Lui, il n'attendait plus rien. Ce sont des mots qui incarnent la vie. Il avait compris qu'il y a deux manières d'agir avec la vie. Soit on la rêve, soit on la vit. Et il nous a dit de choisir de la vivre. Veuillez conclure. Pas de la rêver. Alors la maladie emporte parfois l'espoir, mais c'est aussi elle qui nous permet de réaliser que quand il n'est plus là, on n'a plus rien à perdre et tout à vivre. Merci beaucoup. Je vais demander à son adversaire de se lever, de prendre le micro et poser une question. Comment tuer l'espoir? Je vous ai pas dit d'arrêter d'espérer, je pense que l'espoir, on n'a pas besoin de le tuer. Je pense que l'espoir, des fois, il s'en va de lui-même, parce qu'effectivement, dans certains cas, comme dans l'amour, quand vous aimez, ou quand il n'y a plus d'amour et qu'il y a de la souffrance, et qu'on arrive à la résignation, l'espoir, il s'en va de lui-même. Je vous ai pas dit d'arrêter d'espérer. C'est globalement confus. Citer par exemple les peuples en difficulté, génocidés, en proie au conflit, comme des exemples de personnes qui n'ont pas besoin d'espérer, c'est assez contradictoire dans le sens où c'est précisément les personnes les plus chagrinées, les plus en difficulté qui ont l'espoir comme seul trophée. Vous disiez que l'espoir était un luxe. Au contraire, je pense que c'est la seule chose qui reste aux personnes les plus infortunées. Premier point. Deuxième point, vous avez tendance à trop dissocier, disons, le monde métaphysique de l'espoir des concepts avec la réalité. En vérité, les avancées et... Okay. Alors je pense qu'on ne s'entend pas sur la définition de l'espoir, parce que c'est souvent le désespoir qui pousse les gens à agir. L'espoir, c'est facile, c'est ce que vous attendez demain, après-demain, et c'est ce qui vient sûrement, probablement jamais. Alors que le désespoir, lui, il vous pousse à agir, et il vous pousse à avoir un acte pur, un acte détaché. Merci beaucoup. Alors, pour le deuxième sujet, peut-on vivre avec chagrin? Pour Parole de Hyène à la positive, Ryan. Je repense souvent à cet homme que j'avais rencontré tard le soir dans une station-service. Il m'avait interpellé pour me demander 2 €. Juste 2 € pour qu'il puisse emprunter un bus de nuit. Je n'avais pas de monnaie sur moi, juste ma carte bleue. Je lui ai demandé alors si quelque chose l'intéressait dans la station. À boire? À manger? Rien. Il a décliné ma proposition, il a dit « Tout ira mieux ». Par curiosité, je lui ai alors demandé « Comment est-ce que t'en es arrivé là ?» Et il m'a regardé, d'un air chagriné, et il a juste dit « Divorce ». C'est à ce moment précis que j'ai réalisé à quel point la vie est difficile. Et justement, il était en train de vivre l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. L'épreuve du chagrin. Est-ce qu'il vit encore ou est-ce qu'il survit? Pouvons-nous en sortir? Peut-on vivre avec chagrin? On peut. On peut vivre avec chagrin si on s'arme contre lui. Et la première arme, l'armure, qui nous permet de nous protéger, c'est l'entourage. Ces moments sont difficiles, tellement difficiles que même le meilleur orateur ne pourrait trouver les mots. Par crainte, par pudeur, on préfère garder le silence et combattre seul face au chagrin. Je l'ai fait, vous l'avez probablement fait. Ces moments difficiles où on se retrouve seul pour pleurer. Et ces moments sont même ancrés dans les cultures. Un homme, ça ne doit pas pleurer devant tout le monde. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Brisez le tabou. Parlez, criez, alertez votre entourage de votre chagrin, comme un appel à l'aide.
Laissez vos larmes couler le long de votre joue, plutôt que de les retenir et de vous y noyer à l'intérieur. Soyons présents pour nos amis, pour nos familles, et même juste pour ceux qui en ont besoin, comme ce monsieur que j'ai rencontré. Parce que comme il l'a dit, tout ira mieux. Tout ira mieux. Et cela nous amène à notre deuxième arme, l'épée, qui nous permet d'avancer, l'espoir. Chaque avancée est un pas vers la guérison. Il faut penser positivement, il faut espérer pour que la plaie laissée par le couteau du chagrin cicatrise. Et la cicatrice réveillera parfois des douleurs passées. Et c'est à ce moment qu'on rejoue notre résilience. C'est à ce moment qu'on doit retourner au combat. Et de toute manière, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et il est impossible de rester au même point. Le moindre effort permet d'avancer, car même un échec permet de savoir dorénavant ce qui ne marche pas. Ce qu'on croit est une chute est parfois une leçon que le sol veut nous enseigner. Maintenant que nous sommes préparés à combattre, il reste une dernière chose, la plus importante. On peut vivre avec chagrin, uniquement si on choisit de le faire. Évidemment qu'on peut vivre avec chagrin, mais l'entourage et l'espoir seuls ne suffisent pas. Il faut surtout choisir de vivre avec. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Si l'entourage et l'espoir sont la clé, encore faut-il qu'on la saisisse. Personne ne peut nier le caractère pénible de la vie. Personne ne peut nier le caractère pénible du chagrin. Et si la vie était un coup de couteau, le chagrin serait cette personne qui viendrait le remuer dans la plaie. Mais alors comment? Comment retirer ce couteau? Comment peut-on sortir du chagrin? Eh bien, on ne s'en sort pas. On s'en fait sortir. C'est le rôle de notre entourage de venir retirer ce couteau dans l'espoir que la blessure cicatrise. Mais c'est notre rôle à nous de lui permettre de venir le faire. Pour vivre avec chagrin, il faut s'armer contre lui. S'équiper assez lourdement avec ses armes pour lui faire face. Ces deux armes particulièrement puissantes, l'entourage et l'espoir. Alors gardons espoir, tout comme ce monsieur, parce que tout ira mieux. Avec lui, j'ai compris qu'il fallait toujours être présent pour les autres. Et c'est pourquoi depuis ce jour, j'ai toujours un petit peu de monnaie sur moi. Quelle différence faites-vous entre le chagrin et la tristesse? C'est une différence très subtile. Le chagrin impose un état à long terme. La tristesse, c'est instantané. Le chagrin impose un état à long terme. Et c'est pour ça que, justement, il est beaucoup plus pénible, il est beaucoup plus difficile, et c'est pour ça qu'il nécessite des armes. Là où la tristesse, elle nécessite simplement de la patience. Je vous rejoins, mais alors en cela, si le chagrin est continu, n'est-ce pas là un état dépressif, quelque chose qui vient nous ronger? Alors ce n'est pas de la vie, c'est de la survie. Aucun autre sentiment ne peut pallier à cela. Alors que lorsqu'on sort de cette survie, on vit. Alors oui, il y aura de la tristesse, mais simplement elle est périodique et c'est en cela qu'elle diffère du chagrin. Alors détrompez-vous madame, je n'ai pas parlé d'un état continu, je vous ai parlé d'un état à long terme. À un bout d'un moment, ça cicatrise et c'est ce que je vous ai dit. Et il y a une nette différence entre la vie et la survie. La survie, on la subit. Il y a un moment où on n'est plus capable de rendre les coups. Alors que quand on vit, quand on se bat contre le chagrin justement, c'est ce que je vous ai dit, on s'arme pour rendre les coups. Merci beaucoup. À la négative, pour s'éveiller sur le sujet peut-on vivre avec chagrin, Aurore. « 5 septembre 2023, 6h58. Le réveil sonne. Pas la peine, je pense. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mes paupières sont restées ouvertes envers et contre toutes les images d'horreur que mon humble subconscient souhaitait faire défiler. C'étaient les images de cette nuit-là. 7h35. Mon corps me paraît comme un fardeau bien trop lourd à porter. Je maudis ce lycée, je maudis leur regard qui déborde de pitié et d'incompréhension, et surtout, je le maudis lui. À peine la journée commencée que je suis envahie par le chagrin
Cette souffrance morale, ce déplaisir, dont la cause est liée à un événement précis. Mais mon événement, c'était lui. 8h36, la sonnerie retentit. Je me dirige vers la salle. Dans le couloir, je le croise rigolant avec ses amis, en train de vivre en fait, dépourvu de tout remords. J'avais envie de lui crier qu'à moi, il m'a ôté la vie cette nuit d'été, avec ses gestes mal placés, non désirés. Mais je me suis tue. Que diraient les autres? 18h03. Ce soir, je ne mangerai pas de repas convenable, comme tous les soirs depuis maintenant 1 mois. Ce soir, j'enchaînerai les jeux télévisés où on regarde les autres réfléchir à notre place, car notre cerveau ne le peut plus. 20h48. Je décide de prendre une douche. Cela me demande un effort considérable, mais nécessaire pour enlever ce sentiment de saleté qui est le mien. J'ai l'impression de sentir encore son odeur. J'ai la nausée. Mais un jour, j'en ai eu marre de porter ce corps qui ne me semblait plus le mien. Ce jour, la colère m'a envahi. Elle me criait « Mais révolte-toi !» Et c'est elle qui m'a sauvée. Non pas l'espoir des autres sur moi, comme vous semblez le prétendre. Au fond, j'espérais qu'on vienne me sauver. Et c'est ma mère qui m'a trouvée ce jour-là. Alors je lui ai tout dit. Tout. Le pire, c'était l'horreur dans ses yeux. Mais comment avait-il pu? Même moi, je ne le sais pas. Pour la première fois, je me sentais entendue, soutenue. J'avais l'impression qu'elle prenait un peu de mon fardeau avec elle. Et c'est là qu'elle a commencé. La résilience. Ce mot si étranger qui signifie la force morale, capacité d'une personne courageuse. Allait devenir mon combat, ma raison d'être en fait. Parler. Le propre de l'homme est la parole. Pourquoi s'en priver quand certains pensent qu'ils peuvent vous l'ôter, tout comme votre vie, votre personne, votre corps? Notre corps nous appartient au même titre que notre personne et notre vie. C'est ainsi que je choisis de vivre et non plus de survivre. Car ces mois d'inconnus ont bien appris que loin d'être envisageable, une vie de chagrin n'en est pas une en réalité. C'est de la survie. C'est une errance autour des lieux que l'on connaît mais qui nous paraissent étrangers, auprès des personnes que l'on chérit mais qu'on ne parvient plus à prendre dans nos bras. Une errance, oui. Dans un couloir entre la vie et l'après. Être en vie, c'est présenter les caractéristiques essentielles de la vie. C'est être le siège d'une animation. Et pour vivre, il faut de la vie. Alors que faire lorsqu'on est dépourvu de toute agitation? Le chagrin, quant à lui, peut exprimer un degré de résignation. Il est à mi-chemin entre la tristesse et la détresse. Alors que la tristesse, c'est l'acceptation. Un sentiment de tristesse périodique, c'est accepter que la résilience n'est pas linéaire. Au contraire, c'est un processus instable, fragile. La fin de la survie ne marque pas le début d'une vie toujours pleine et belle, non. Il y aura des creux, la mélancolie parfois, et des maux doux d'autres fois. Mais ce ne sera plus de la survie, juste la vie à l'état pur. 16 mai 2025, 16h03. Ça y est, je l'ai fait. J'ai su m'emparer du don le plus précieux dont nous sommes dotés, la parole. Le sentiment de fierté qui m'envahit à l'heure actuelle est indescriptible. Et j'espère avoir pu porter très haut l'étendard de celles et ceux à qui l'on a menti en leur faisant croire qu'ils n'étaient pas légitimes. Sachons accepter les rechutes et nous entourer des personnes qui nous aideront à amortir une autre chute. Merci beaucoup. Je vais demander à son adversaire de prendre le micro, se lever et poser une question. Alors, selon vous, est-ce que le chagrin peut-il donner un sens à une vie?
Voyez-vous, lorsque le chagrin est là, c'est comme s'il prenait tout notre être. Notre vie n'a plus aucun sens. Ce qui nous aide à en sortir, par contre, c'est la colère. C'est ce révolte-toi à l'intérieur de moi qui arrive à me faire sortir du lit. Et c'est seulement après que j'arrive à ressentir l'espoir. L'espoir que, oui, la vie après existe et qu'elle est possible. Bah alors, du coup, que dites-vous des personnes qui ont été chagrinées par un fait et qui ont transformé cette force, ce chagrin en force? Par exemple, comme quelqu'un qui a subi une agression et qui, derrière, après avoir guéri son chagrin, après s'être armé d'espoir et de son entourage, a créé une association pour justement permettre aux gens de s'armer et de les aider contre cette lutte du chagrin, justement. Bien, je lui dis bravo, parce qu'avant tout, je sais que cette phase de chagrin permanente, qui peut s'assimiler à une phase de dépression, est ô combien difficile. Mais par contre, je lui dis surtout courage, parce que la suite, non, ce ne sera pas une vie toute belle. On pourra retomber dans cette phase de chagrin, dans cette phase de survie. Mais ce qui nous maintient, c'est l'espoir, la colère et la vie. Merci beaucoup. Alors, pour le dernier sujet, donc c'est le sous-thème résilience et tabou. Pour conclure le débat du côté de Parole de Hyène, Anis. Afin de revenir très rapidement sur ce qui a été dit, on a tout d'abord eu Madame qui nous a parlé des personnes, des peuples qui sont malheureusement en guerre et qui n'ont apparemment plus d'espoir. Néanmoins, ces personnes-là continuent à vivre, même si elles n'ont pas le choix que de subir ces fardeaux-là. Leur liberté, leurs droits, leur dignité sont effectivement morts. Ils ont été tués. Néanmoins, pas l'espoir qu'elles ont de pouvoir les retrouver. Et par exemple, je prendrais cette femme en Afghanistan qui est sortie en sous-vêtements alors que techniquement, ses droits ont été tués dans l'œuf parce que madame, vous ne pouvez pas décider de l'espoir des gens. Vous n'êtes personne, je ne suis personne. L'espoir est un cycle qui ne meurt jamais. Madame, ce que vous avez vécu est très difficile. Néanmoins, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seule. Et aujourd'hui, vous êtes là et vous avez passé votre message. Bravo pour cela, même si vous venez de nous prouver qu'aujourd'hui, on peut vivre avec son chagrin. Et comme l'a dit mon collègue, si ce n'est pas l'espoir, finalement, qui motive toutes ces femmes, alors qu'est-ce qu'on fait des associations? Qu'est-ce qu'on fait des femmes comme vous qui parlent? Si ces hommes ont tué en elles tout ce qu'elles avaient, ils n'ont pas réussi à tuer l'espoir de faire avancer les causes. Parce qu'en vérité, vous nous donnez un petit peu raison, c'est l'espoir qui fait avancer ces femmes-là, et c'est l'espoir qui meurt en dernier. En ce qui me concerne, chez moi, le chagrin, il toque à la porte un beau matin, mesure 1,80 m. Il a un style de pecno. Il a frappé à la porte à l'heure du JT, présenté par Jean-Pierre Pernaut. Moi, j'ai été éduqué à coups de Plus belle la vie, de Prison Break, à coups de... C'est encore ton grand frère, il a volé un coupé Sport Break. Elle est là, ta mère? Moi, j'ai espoir que ma mère ne soit pas là, parce que mon frère, il va se faire tuer. Je m'épose sur ma petite Skylander, entre deux sons de la fouine, dans un appartement de 33 mètres carrés pour 3. Un appartement qu'en fait, on n'a pas choisi parce qu'on a été relogé. Parce que ma mère est considérée comme étant une femme qui n'est que simplement battue. Abattue et têtue, alors ma famille pique de l'aile, et moi je pique des choses à l'épicerie, parce que j'ai espoir de passer un été en m'amusant, et non pas à galérer au quartier. Mais maman, où que tu sois, tes fils ne seront jamais dévendus. Alors garde espoir et sèche tes larmes. Vous savez, moi, j'aurais pu finir riche ou pendu. Pourtant, je suis ici, simple, fier. Parce qu'en vérité, je n'assume pas que je suis perdu. Je suis chagriné parce que je ne sais pas ce que je vais devenir. Moi, je pensais me lever un matin et être un homme. Puis entre-temps, j'ai perdu mamie et tonton, cancer pour l'un, tristesse pour l'autre. Alors, quelle hypocrisie que de venir ici pour vous dire qu'on peut vivre avec de la tristesse, sachant qu'elle m'a pris mamie, maman et un quart de ma vie. Hein? C'est ce que tout le monde se dit. Pourtant, j'y suis. Moi, je suis là. Je ne suis pas le plus beau ni le plus intelligent, témoignez-en, il me manque de dents. Mais pourtant, je suis là. Sans mamie, ni papa, ni tonton. Par contre, j'ai ramené mon chagrin. Et c'est lui qui me pousse à prendre la parole.
parce que j'ai espoir, moi, de changer les choses. Raconter autre chose que de mes soucis. Parce que je pourrais vous en dévoiler une partie, mais malheureusement, vous n'êtes pas ma psy. Je suis la preuve vivante, mesdames et messieurs, qu'on peut vivre avec le chagrin, mais combien de fois je me suis retrouvé à 2 doigts d'être un paix à son âme. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais d'ailleurs, je ne vous le demande pas, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours essayé de motiver les autres, parce que je me suis jamais motivé moi-même. Et toutes les fois où j'ai voulu passer le cap, où j'ai voulu n'être qu'un souvenir sur une photo, eh bien, je m'en suis rappelé justement de cette même photo. Vous savez, le gars qui a volé un coupé sport break au début, mon frère, aujourd'hui il est cadre. Et il a un fils qui s'appelle Noam. Il a 4 ans. Et quand je fais des paralysies du sommeil, c'est lui qui me tire du noir. Parce que j'ai espoir. Espoir de le voir grandir. Espoir de voir qu'un soir, lui et moi, on sera sur un canapé. Et alors je lui expliquerai tout. Comment ça se fait que 3 personnes ont besoin de prendre la parole? Pourquoi on s'est pris la tête jusqu'à 5 heures du matin? Pourquoi est-ce que des personnes se déplacent pour nous juger alors qu'elles ne sont même pas payées? Et à ce moment-là, précisément, mesdames et messieurs, je le regarderai et je lui dirai « Noam, dans ta vie, tu seras chagriné, comme moi, comme toi, et puis comme vous ici. » Mais ça ne compensera jamais le fait d'avoir fait germer cette petite idée dans la tête des gens. Celle qui dit à ceux qui nous regardent « Il y a de l'espoir. » Alors, la vie va te mettre des claques. Tu perdras des proches qui sont chers à ton cœur. Tu perdras des amis. Tu fumeras jusqu'à t'en faire vomir. Tu tomberas amoureux ou pas. La vie, elle te poussera dans la tombe. Puis tu trouveras celui qu'on appelle espoir. Tout ce que je te souhaite alors, c'est d'être empli de chagrin. Que tu te fasses à l'idée d'aller jamais mieux, un peu comme Orelsan, de faire des chansons d'amour qui poussent un célibataire au suicide. D'arrimer au schéma de vodka Doliprane. Anticipe. Alors, prépare-toi à l'accueillir, ce chagrin. Tout ce que je te souhaite, c'est de croiser celle que tu appelleras espoir. Pour tonton, elle est juste là. Et elle s'appelle Parole de Hyène. Alors crois en toi parce que moi j'y crois. Pleure, rate, essaye encore. Mais moi j'y crois. Parce que tant qu'il y a un homme pour y croire, alors il y a de l'espoir. Je partirai demain, mais toi et seulement toi, Noam, tu leur diras. Tonton y a cru, il y avait de l'espoir. Et tu le transmettras à ton tour. Tu te rendras compte que tonton il est mort, mais que son espoir, sa flamme, elle brûle encore. Parce que l'espoir meurt en dernier. Et tu te rendras compte qu'avec tout le chagrin que j'ai vécu, ce soir-là, tu te diras, pourquoi pas moi? J'ai demandé à son contradicteur de prendre le micro, se lever et de poser une question. Vous avez encore parlé tout à l'heure des peuples opprimés qui ont besoin de cet espoir, mais comment est-ce que concrètement cet espoir, il leur sert à s'en sortir? C'est une très bonne question, monsieur. Il les aide à s'en sortir parce que je pense que ni moi ni vous ne savons ce qu'est la guerre. Néanmoins, le matin, quand ils se réveillent, et je pense notamment à ces 2 frères palestiniens qui font des vidéos sur TikTok et qui chaque jour montrent que peut-être que demain ça ira pas mieux, mais aujourd'hui au moins on sourit. Et aujourd'hui, on peut profiter de cette journée, sachant qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et c'est là que l'espoir est clé, parce que l'espoir leur dit « Lève-toi, peut-être qu'aujourd'hui ça ira mieux ». Mais je crois que cet espoir, en fait, il n'est pas suffisant. Ils ne s'en servent pas pour se protéger de la pluie, pour se protéger des bombes, ils ne s'en nourrissent pas, ils ne le boivent pas. Il faut autre chose que cet espoir. Il ne suffit pas toujours de dire que tout ira mieux. Et peut-être que cet espoir, dire, il leur reste l'espoir, est-ce que ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas leur apporter l'aide matérielle dont ils ont besoin et qu'ils méritent? Déjà, je pense que vous avez oublié le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si l'espoir est utile, c'est de savoir si l'espoir meurt en dernier. Et pour reprendre du coup l'exemple des Palestiniens, même s'il y a énormément de pays qui sont confrontés à malheureusement ce genre de tragédie, c'est effectivement l'espoir qui meurt en dernier, parce que je pense que quand vous perdez votre fils, qu'il se fait décapiter alors qu'il a à peine 2 ans dans un bombardement, monsieur, je pense que c'est pas l'enfant qui meurt. Ce qui reste derrière, c'est surtout l'espoir. L'espoir de pouvoir un jour peut-être pouvoir éduquer son fils ou sa fille. Et dire qu'aujourd'hui, nous... Merci beaucoup. Et donc pour conclure ce débat du côté de s'éveiller et également tout court, j'appelle à Raphaël.
Le tabou est compliqué à définir. Il a un caractère indistinct, flou, qui caractérise en fait toutes ces choses qu'on essaie de mettre sous le tapis. Le tabou, c'est ce dont on ne parle pas, ce qui gêne, ce qui est collectivement refoulé, ce qu'on refuse de toucher du doigt. Le tabou peut être violent, peut avoir une dureté absolue et empêcher la résilience, je le crois. Parce que la résilience n'a rien d'un héroïsme. C'est une capacité d'adaptation après un traumatisme, un choc. Ce n'est pas une force exceptionnelle et flamboyante. C'est un processus au long terme. Ce tabou, il empêche la résilience parce que finalement, ce n'est pas le malheur qui nous empêche de nous reconstruire, qui nous détruit. C'est le silence qui l'entoure. C'est l'impossibilité d'exprimer toute notre douleur, tout notre grief, toute notre peine. C'est la souffrance qui nous travaille au cœur pendant des années sans que l'on puisse seulement prononcer les mots qui pourraient l'exorciser. Les tabous empêchent la résilience, empêchent la mise en œuvre de ce processus. Il n'y a qu'en les exprimant que nous pourrons faire preuve de cette résilience. C'est précisément le fait de briser le silence qui permet de sortir du chagrin, cet état qu'Aurore a présenté. Et rappelez-vous, longtemps après ce débat, la distinction qu'il y a entre chagrin et tristesse. C'est cette sortie du chagrin qui marque le début du processus de résilience. Et même si il n'est pas linéaire, même si il peut passer par des rechutes ou rencontrer des obstacles, il parviendra peut-être un jour à combler vos failles, sans qu'il faille s'attacher seulement à l'espoir, ce prétendu ultime survivant, qui serait le dernier à mourir avec nous. Parce que bien d'autres choses peuvent nous faire vivre. Et en premier lieu, notre révolte contre notre condition d'humain, notre révolte contre la violence que l'on subit, notre révolte nous fait vivre, bien plus que l'espoir. C'est cette révolte contre l'absurdité et l'indifférence du monde dans lequel on est plongé. Le tabou empêche donc la résilience parce qu'il invisibilise le traumatisme, les racines de cette souffrance. S'enfermer dans son chagrin n'a jamais permis à quiconque de vivre. L'espoir s'hérite, vous l'avez dit, mais combien d'héritages ont été dilapidés en un instant par celui qui l'a reçu? L'espoir n'a pas ce caractère de permanence. Il lui arrive malheureusement de disparaître. Et on passe en fait tellement de temps à essayer d'entretenir cette flamme vacillante que l'on n'a plus le temps de se soigner soi-même. Les personnes les plus opprimées sont celles qui ont donc le plus besoin d'espoir. Mais moi je ne crois pas que ce soit l'espoir qui puisse guider les peuples en guerre, qui résistent à la violence absolue. Je crois que c'est justement la haine contre cet agresseur, la volonté de sauver sa famille, pas l'espoir abstrait d'une vie meilleure. Il faut quand même dire aussi que le silence est trop souvent sacralisé. Combien d'injonctions courantes le manifestent: sois fort, va de l'avant, n'en parle pas. Il y a désormais une continuité dans le tabou. On invisibilise non seulement les causes de la souffrance, mais la souffrance elle-même. Mais pourtant, il nous faut une résilience lucide. Briser les tabous ne relève de rien d'autre que de la stricte nécessité. Il y a une nécessité de réhabiliter la parole. Quoi que soit le but qu'elle serve, récit de soi, thérapie, art ou justice. Combien y a-t-il fallu de femmes à la force phénoménale pour commencer à fragiliser l'omerta,
qui pèse sur les crimes abominables que constituent les violences sexuelles. Et c'est notre responsabilité là-dedans de créer un espace pour ces récits douloureux, pour que le tabou cesse d'avoir le dernier mot. Merci beaucoup. Je vais demander à son adversaire de se lever, prendre le micro et poser une question. Monsieur, qu'avez-vous à dire à ces personnes qui pensent que la résilience, c'est d'oser dire qu'on ne guérira jamais sans pour autant perdre tout espoir? Mais précisément, la résilience, ce à quoi elle sert, c'est de guérir un jour. Et c'est vrai que ce processus n'a rien de facile, que nous pouvons rencontrer des obstacles sur le chemin, et peut-être qu'il n'aboutira jamais. Mais c'est précisément la volonté de se soigner un jour qui fait tout le processus de résilience. Alors déjà, merci de nous donner raison sur le fait qu'on peut vivre avec du chagrin, mais en plus de ça, je trouve que vous tournez souvent l'espoir sans prendre en compte nos définitions. Vous nous parlez du fait que la révolte poussait les peuples et non pas l'espoir, mais vous avez déjà vu une révolte sans espoir de vouloir changer les choses, vous? Deux choses. Si je ne prends pas vos définitions, je m'en excuse, c'est qu'elles ne me plaisent pas. Alors oui, j'ai vu des révoltes qui ne sont pas basées que sur l'espoir. Il y a des révoltes qui se basent simplement sur la volonté de survivre. Mais ce n'est pas simplement un espoir, c'est un sentiment d'injustice qui parle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Merci à toutes et tous pour ce choc. Merci au public aussi d'être venu. On va essayer de ne pas faire trop long, notamment dans les retours, parce que je me doute que vous avez envie de savoir les résultats surtout. Je vais commencer par des retours plutôt positifs. On est très content de voir, très content et contente de voir que on a face à nous 6 orateurs et oratrices qui sont dans la forme extrêmement bon, j'irais même jusqu'à dire extrêmement talentueux. Vous avez tous une individualité très particulière, mais qui est très belle et qui fait votre éloquence et qui fait qu'on apprécie vous écouter, qu'on a envie de vous écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Sur la forme, on a honnêtement rien à dire, je pense. C'est plus sur le fond qu'on aura des choses à dire, mais je vais laisser Valentine prendre la suite. En fait, sur le fond, ce qui est un peu compliqué, c'est que pendant toute la période où vous avez fait ce championnat, on vous a toujours dit engagez-vous, faites le plus possible, passez vos idées, etc. Mine de rien, il faut faire attention à comment on passe les idées. Ça, c'est vraiment ce dont on parle depuis le début du plaidoyer. C'est vous devez apprendre à... on ne veut pas des beaux parleurs, on s'en fout, on n'a rien à faire, en tout cas dans ce championnat. Mais par contre, on veut vraiment des personnes qui arrivent à prendre des exemples et le rendre de manière très juste. Donc voilà, ça, c'est peut-être quelque chose qui a parfois pu me manquer dans le choc. Et surtout, je pense qu'on le sait tous, que vos deux équipes sont partis sur des axes assez différents dans le traitement des idées et tout. Ça, vraiment, il faut juste par honnêteté, vos deux équipes doivent faire un consensus pendant le débat. Vous ne pouvez pas éternellement ne pas vous répondre ou esquiver, passer dans d'autres lignes et tout, parce que sinon, même à juger, c'est très compliqué de juger des idées mais diamétralement différentes avec des sujets qui sont pourtant les mêmes, un sous-thème qui vient préciser pour vous dire où est-ce qu'il faut aller, mais pourtant voilà, des fois faites attention à ça. Donc c'est peut-être un manque de répondants et d'adaptabilité qu'on peut vous reprocher. Tristan, c'est à toi. Oui, alors moi. Pardon, je sais que... Tristan. Je vous apprécie ce choc, je suis désolé de ne pas être présent physiquement, je vais juste te dire une ou deux choses. Je rejoins totalement Inès sur la forme, c'était très très bon, j'ai beaucoup aimé les incarnations, on voit que vous avez bien vécu vos discours. Et j'ai trouvé, même s'il y avait du coup des défauts sur la manière dont les messages étaient passés, certains, des structures qui pouvaient possiblement nous perdre, j'ai trouvé quand même que beaucoup de plaidoiries étaient très intelligemment construites, donc bravo pour ça. Et ouais, j'ai dit que j'étais bref, donc je vais m'arrêter là, et donc on va annoncer les résultats. Oui, c'est pas moi. Est-ce que vous voulez que je commence du coup Non. On commence par les duels normalement. Vous commencez par les duels? Ok, faites les duels. Oui.
Alors, on va annoncer les duels, chacun va annoncer une victoire de duel. On va essayer de ne pas se planter même si on n'est pas tous en présentiel. Tristan, tiens-toi prêt. Sur le duel 1, nous avons décidé de donner la victoire à Yacine. Sur le duel 2, Aurore et Ryan, on a décidé de donner la victoire à Ryan. Je ne peux pas applaudissements, je ne sais pas ce que j'ai compris. Allez, vas-y, dis le duel 3. Donc sur le duel 3, donc Anis contre Raphaël, nous avons décidé de faire gagner Anis. Donc 2-0 pour l'instant pour Parole de Yen. Donc, je vais annoncer le titre du meilleur orateur lors d'un affrontement. Nous avons décidé de l'accorder à Alice. Pardon, c'est moi. Sur la cohérence d'équipe, on a décidé d'accorder le point à Parole de Yen. Et pour le point de meilleur orateur, on a décidé de l'accorder à Ryan. Tristan, tu veux parler? Dis un truc. Tristan, vous voulez que je fasse un dernier commentaire? Encore merci pour ce choc. Le score donc, est de 5-0. Il peut paraître très très sévère pour s'éveiller, mais on va vous développer dans les retours plus spécifiques pour votre équipe et pour dans les retours plus individuels le pourquoi du comment du score. Ça ne veut pas du tout dire que vous avez fait une performance désastreuse. C'est juste que voilà, on accorde les points à chacun ce qu'il mérite, et donc individuellement, c'est toujours ça. Mais franchement, je vous félicite pour votre parcours, surtout que vous, je vous suis depuis un peu le départ. Donc bravo à vous, j'espère que vous recommencez l'année prochaine, et félicitations à Parole de Yen pour sa qualification en finale. Attendez, on n'a pas fini. Assis-toi. Je vais répéter. Yacine. Assis. Alors, merci. Bravo aux deux équipes, bravo à Séveillé pour son parcours. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Tristan, mais effectivement, on espère que vous irez encore plus loin l'année prochaine, à savoir la finale, puisque vous êtes quand même arrivé jusqu'en demi-finale, ce qui est une belle performance pour une première participation à ce championnat, si je ne dis pas de bêtises. Bravo à Parole de Yen pour sa première également aussi performance en championnat de plaidoyer, et bon courage pour la finale. Et je vais laisser le dernier mot à Valentine, qui a une annonce à faire. Oui, avant de faire cette annonce, je voudrais juste vous dire merci, parce que mine de rien, je sais que dans les sujets que vous avez traités, c'était pas forcément des sujets qui étaient faciles. On a demandé dans cette demi-finale, même si on vous a fait des retours sur le fond et comment ça peut être traité, des exemples, est-ce qu'ils ont été traités de manière juste, il y a quand même des choses qui ont été dites qui sont particulièrement personnelles, et des choses qui sont particulièrement dures à aborder devant un public, que ça soit devant en fait même sans public, c'est dur à prononcer à voix haute. Donc en vrai, ce championnat il est fait pour ça, et vraiment merci pour cette prise de risque et pour cette confiance que vous nous donnez de en fait venir et le faire, vraiment. Donc merci beaucoup, je pense qu'on peut juste les réapplaudir bien fort. Et parce qu'on s'octroie tous les droits et qu'on voulait juste teaser la finale, on vous retrouve des autres, Tristan, t'es pas au courant. On vous retrouve le 6 juin au tribunal de commerce à Paris, et le sous-thème est l'art et la guerre. Merci.